Bonjour à tous, professeur Saïd Laribi, je suis enseignant de médecine d'urgence à la faculté de médecine de Tours, coordonnateur du DES de médecine d'urgence. Alors, étudiant en médecine à la faculté Paris 6, donc UFR Saint-Antoine, puis après un troisième cycle de médecine, je me suis intéressé à la médecine d'urgence, qui en ce temps-là ne se faisait pas dans le cadre d'un DES, mais se faisait dans le cadre d'une capacité de médecine d'urgence de 2 années de formation. Donc ça c'est pour ce qui est de la formation, et puis juste quelques mots sur le parcours. Moi j'ai commencé en tant qu'assistant hospitalier dans un petit hôpital de Seine-et-Marne, l'hôpital de Montereau, on en reparlera tout à l'heure, et j'ai rejoint le SAMU de Seine-et-Marne à Melun, avant de revenir à la PHP où j'avais fait mes études en tant que chef de service adjoint des urgences mûres de l'hôpital Lariboisière, où j'ai fait 11 années jusqu'en 2015, où la faculté de médecine de Tours et le CHU de Tours m'ont contacté en me proposant de rejoindre l'UFR en tant que PIPH de médecine d'urgence. Quelques informations concernant le DES de médecine d'urgence qui a été créé donc en 2017 suite à la réforme du 3e cycle qui se met en place progressivement. Le DES de médecine d'urgence se déroule sur 4 années. Donc je vais vous parler à la fois de la partie théorique et de la partie pratique. Sur la partie théorique, donc nous avons 3 phases. Une phase socle qui dure 1 année, avec des enseignements théoriques sous ma supervision et un examen national que passent tous les étudiants inscrits en DES de médecine d'urgence en fin de phase socle, et qui en partie détermine le passage en phase d'approfondissement, la phase d'approfondissement qui correspond aux 2e et 3e années du DES de médecine d'urgence. À la fin de cette phase d'approfondissement, c'est pareil, il va y avoir un examen qui va aussi participer à la validation de cette phase d'approfondissement. Le deuxième élément majeur en fin de phase d'approfondissement pour pouvoir accéder à la dernière phase, qui est la dernière année, et qui s'appelle phase de consolidation, c'est la soutenance de la thèse d'exercice de médecine d'urgence avant la fin de la 3e année. Et puis après, en phase de consolidation, 1 année d'enseignement théorique et pratique. Depuis que j'ai rejoint la faculté de médecine de Tours, donc nous avons 3 cycles d'enseignement, socle, approfondissement et consolidation, dans lesquels la simulation prend une grosse partie. Chaque promotion a au moins 2 voire 3 journées d'enseignement par simulation par année, où on met les étudiants sur des situations soit de médecine d'urgence préhospitalière, soit hospitalière, pour qu'ils s'entraînent. Ceci soit dans mon service au centre d'enseignement et de soins d'urgence, soit au niveau du centre de simulation de la faculté de médecine, nouvellement nommé Médicine. Pour la partie pratique, donc 4 années veut dire 8 semestres de stage, 8 stages de 6 mois. En première année, il y a 2 stages, un stage dans un service d'urgence adulte et un stage dans un service de médecine polyvalente qui assure l'aval des urgences. Pour vous prendre un exemple, ici, au CHU de Tours, j'ai validé 2 services pour pouvoir accueillir des internes de médecine d'urgence première année. C'est le service de médecine interne gériatrique et le service de médecine interne post-urgence. Première année. En 2e année, il y a 2 stages, un stage au SAMU, un premier stage de 6 mois au SAMU, un stage aux urgences pédiatriques. En 3e année, il y a un stage dans un service de réanimation, qu'elle soit médicale ou chirurgicale. Et le 6e stage étant un stage libre, où les internes, en fonction de leur appétence, font cardiologie, un autre stage de réanimation, éventuellement un stage d'urgence un peu plus petit pour voir un peu les différences de pratique, ou alors dans un service d'urgence privé, etc. Et enfin, la phase de consolidation, on revient dans la discipline avec un 2e stage de médecine d'urgence adulte et un stage de SAMU. Sur cette phase, c'est un peu particulier parce qu'en fait, les internes ne sont plus vraiment internes, mais ne sont pas encore complètement seniors. C'est ce qu'on appelle les docteurs juniors. Et donc nous, on a écrit tout un process d'intégration de ces étudiants de 4e année, où quand ils arrivent dans le service, ils ont une phase où ils sont en doublure, où ils ont une phase où on les met en autonomie, mais avec un senior à côté pour intervenir au moindre besoin. Et en fait, ils ne commencent à occuper des postes seniors de façon un peu plus autonome qu'à partir du 4e mois sur les 6 mois de stage. Alors je pense qu'il y a un élément qui peut attirer les étudiants au DES de médecine d'urgence à Tours,
qui existe dans d'autres facultés de médecine, on ne va pas se mentir, mais qui n'existe pas partout, c'est la partie importante qu'occupe la simulation dans l'enseignement. Et la plupart des étudiants apprécient vraiment ces enseignements parce que, en fait, ils sont en petits groupes, on les fait passer sur différents scénarios. Donc la simulation est un vrai plus, je pense, pour les étudiants qui veulent s'inscrire en DES de médecine d'urgence à la faculté de médecine de Tours. Médecine d'urgence, si je devais la définir, c'est les 6 premières heures les plus intéressantes de toutes les spécialités, en fait, de toutes les autres spécialités. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, tout le travail, les malades ne viennent pas avec j'ai telle maladie, monsieur. Ils ne viennent pas en disant j'ai un infarctus, j'ai un AVC. En fait, ils viennent avec un symptôme. Et donc, nous, on a globalement 6 heures, soit en préhospitalier, en cas de détresse vitale, soit aux urgences, à partir de ce symptôme-là, de détricoter les éléments et d'arriver à un diagnostic. Et donc, on a l'habitude de dire entre médecins urgentistes que clairement, en fait, si vous êtes intéressé par toutes les disciplines, venez faire de la médecine d'urgence. Il faut aimer des journées qui sont différentes, qui ne sont pas les mêmes en fait. C'est-à-dire que vous arrivez le matin, vous ne savez pas ce qui vous attend, à la fois dans les malades qu'on va vous transmettre et dans les malades qui vont arriver. Donc il faut aimer un peu, de sortir un peu d'une routine. Donc, ça c'est une première chose. On a un exercice en médecine d'urgence qui est très polyvalent. Hein. Quand on parle de médecine d'urgence, tout le monde pense aux urgences hospitalières, mais ce n'est qu'une partie de l'exercice en fait. Moi, les médecins urgentistes de mon équipe font bien sûr un travail aux urgences hospitalières, mais une partie de leur temps, ils sont au SAMU. Au SAMU, leur rôle, c'est d'être médecin régulateur, donc ils réceptionnent tous les appels qui arrivent au 15 du département, et donc essayent de donner une réponse adaptée à cet appel. Et une autre partie de leur temps, ils sont ce qu'on appelle médecins dans les équipes SMUR, services mobiles d'urgence et de réanimation, où avec un ambulancier et une infirmière, ils sont projetés, on envoie l'hôpital auprès du malade en cas de détresse vitale. Donc voilà, donc faut clairement aimer la polyvalence. Il y a un autre paramètre qui est intéressant, il faut très jeune, dès la phase de consolidation et même dès la phase d'interne en fait, aimer manager un peu une équipe. Moi je considère qu'un interne, il doit savoir manager l'infirmière, l'aide-soignante du secteur où il est positionné aux urgences, ou alors en SMUR, etc. Et donc il faut être capable de travailler en équipe. Le deuxième mot-clé, c'est le travail en équipe. C'est-à-dire que si on n'aime pas le travail en équipe, si on est plutôt individualiste et qu'on préfère être dans un bureau tout seul, etc., il vaut mieux prendre une autre discipline où on aura la possibilité d'exercer en cabinet tout seul et recevoir une patientèle, etc. La médecine d'urgence, c'est un travail d'équipe, que ce soit dans les hôpitaux publics comme dans les cliniques privées. Alors moi c'est un peu particulier parce qu'en fait j'ai commencé par faire de l'exercice de ville en fait justement et en fait moi j'aime vraiment le travail d'équipe en fait et donc très vite au bout de quelques mois je me suis rendu compte que être dans mon cabinet, ouvrir la porte à un nouveau patient toutes les 20 minutes en fait ça m'allait pas. Et donc en fait voilà, le côté travail d'équipe, pouvoir discuter d'un dossier, même quand on est senior, hein. Moi j'ai des médecins qui ont 35-40 ans, ils ont un dossier des fois, ils se disent oh là, j'ai un peu de mal, ils vont voir le copain d'à côté, et ils disent tiens regarde, la malade elle arrive pour tel problème, qu'est-ce que t'en penses, tu ferais quoi, est-ce que le scanner j'hésite, est-ce qu'il y a vraiment besoin, enfin, voilà. Et donc c'est un vrai travail d'équipe et ça c'est pendant toute la carrière. Et donc moi clairement j'ai exercé en ville pendant quelques mois, je suis très vite revenu à l'hôpital et je suis très heureux d'y être revenu. Donc les responsabilités, c'est de bien prendre en charge les malades qui se présentent, à la fois aux urgences et en SMUR, et de faire en sorte que les malades, il n'y ait pas d'issue fatale et qu'on les emmène de façon sécure vers l'hôpital, vers la réanimation pour ceux qui en ont besoin, vers le service d'hospitalisation quand ils nécessitent d'être hospitalisés. Et quand on décide aux urgences, par exemple, de laisser repartir un patient, de ne pas l'hospitaliser, faut verrouiller un peu les choses, il faut être certain. On ne peut plus se permettre en 2021 d'hospitaliser aussi facilement qu'on le faisait il y a 30 ans. Et donc, il faut être capable de laisser repartir des gens en étant sécure et en ne prenant pas de risques inadaptés pour le patient. Donc, c'est cette responsabilité principale.
une des difficultés, c'est qu'on est une discipline à garde, hein. C'est-à-dire qu'on est comme les réanimateurs, comme les anesthésistes, enfin voilà. Donc on est une discipline à garde, donc il faut être prêt à faire un certain nombre de gardes pendant sa carrière, aux urgences ou au SAMU ou en SMUR. C'est plutôt bien organisé. Une des vraies difficultés qui empoisonne un peu la vie des docteurs urgentistes, c'est l'incapacité, enfin, ou la faible capacité de l'hôpital à s'organiser pour accueillir ce flux de malades. C'est une urgence, honnêtement, il y a, enfin, hormis problème pathologie psychiatrique sous-jacente, il y a zéro problème de relation avec les patients. Les patients qui viennent aux urgences, on n'est pas dans un cabinet de médecine de ville en fait. Ils viennent parce qu'ils ont un besoin, ils ont un problème. Et donc en fait, nous aux urgences, on n'est pas là, on n'est pas le médecin généraliste des patients, on n'est pas là pour prendre en charge leur santé globale. On est là pour identifier le motif de venue, vérifier s'il y a une détresse ou pas, et puis hospitaliser le patient, ou faut en tout cas donner le soin adapté à l'état du patient. En plus de 20 ans de carrière, je n'ai jamais rencontré de difficultés relationnelles. Et j'ai même plutôt l'inverse, c'est de la vraie satisfaction dans notre discipline, à savoir que de temps en temps, il y a des malades qui arrivent en pas très bon état, on arrive à s'en occuper en quelques heures, on les rétablit, et moi j'ai le souvenir d'une patiente âgée dont on s'était occupé et qui, avant de partir en hospitalisation, m'avait pris la main en fin de garde, il était 6 h du matin, m'a regardé dans les yeux en me disant « Merci beaucoup docteur ». Aux urgences, c'est d'arriver le matin, nos transmissions médicales se font à 8 h 30, de récupérer toutes les transmissions des malades de son secteur. Il a sous sa responsabilité au minimum un étudiant hospitalier, au minimum un interne. Il a une infirmière dans ce secteur-là, une aide-soignante. Et puis évidemment, il peut interagir avec tous les autres praticiens du service, les infirmières d'accueil et d'orientation, les médecins des autres services quand il faut interagir pour hospitaliser notamment un malade, etc. Je suis évidemment en lien avec un certain nombre avec la pharmacie bien sûr, avec un certain nombre de services hospitaliers. Et le lien en effet ne se limite pas à j'ai besoin d'un lit, bien sûr. C'est un des éléments de friction par moment, mais pas seulement. Je disais tout à l'heure qu'on a les premières heures les plus intéressantes de toutes les spécialités, c'est vrai, on fait la vraie démarche diagnostique et on va jusqu'à poser un diagnostic, mais de temps en temps, pour certaines maladies un peu chroniques, un peu compliquées, qui relèvent un peu plus de surspécialité, il peut nous arriver d'avoir éliminé la détresse vitale et d'appeler un collègue en disant « Cher ami, j'ai telle maladie pulmonaire un peu chronique là, moi j'ai pas de détresse, mais la patiente est un peu inquiète, c'est toi qui l'as su en consultation, comment tu veux qu'on s'organise? Est-ce qu'on l'hospitalise dans ton service pour que tu la vois, ou est-ce qu'elle repart mais que tu la reconvoques en consultation, etc. Du médecin régulateur du SAMU, c'est d'accueillir toute demande faite au 15, en faisant le 15 dans le département, et de donner une réponse adaptée à chaque appel. Les réponses vont de renseignements simples, les personnes appellent pour avoir le numéro de la pharmacie de garde, à du conseil médical. Non monsieur, votre état n'est pas grave, vous inquiétez pas, demain vous revoyez votre médecin traitant et en attendant vous prenez tel antalgique. À demander à nos collègues médecins de garde de pouvoir faire une visite. Par exemple, j'ai un appel d'une maison de retraite, d'une EHPAD où un patient ne va pas bien, on n'a pas très envie d'envoyer le patient aux urgences parce qu'on sait que ce n'est pas très grave, et ben on va demander à un médecin de garde d'aller rendre visite au patient pour adapter le traitement, etc. Vraiment ça, c'est vraiment d'apporter une réponse adaptée à chaque demande et d'interagir avec les hôpitaux pour essayer d'emmener le patient au bon endroit en évitant par exemple un passage aux urgences. Nous, on va essayer pour certains malades un peu instables, qui ne sont pas réanimatoires d'emblée, mais dont on sent que quand même ils peuvent s'aggraver, on va essayer de les mettre directement en réanimation, plutôt que de les faire passer aux urgences, ou 2 heures après on aura besoin de les retransférer avec une équipe SMUR. Les gestes pratiqués sont multiples, hein. Je vais commencer par le SMUR, et puis après on viendra aux urgences, mais en SMUR on peut être amené à intuber un malade, c'est des situations un peu complexes où des fois on peut être amené à intuber les malades allongés par terre parce que le patient il est en arrêt par terre et on ne va pas lui dire tourner la tête, voilà. Donc intubation, on peut être amené à poser des voies centrales, on peut poser un drain thoracique, on peut exsuffler un pneumothorax, donc ça sur la partie pré-hospitalière.
qui rejoint un peu la partie intra-hospitalière. Intra-hospitalière, c'est un peu différent. On peut aussi intuber, on peut aussi poser un drain thoracique, on peut aussi poser une voie centrale. On peut faire de la ventilation non invasive aux patients. On fait beaucoup de sutures dans un service d'urgence. Toutes les plaies qui arrivent, en fait, on les suture avant que les patients ne repartent. Donc il faut être un peu agile de ses mains. Évidemment, on fait tout ce qui est plâtre, attelle, voilà, ça c'est notre travail quotidien. On peut être amené à faire des ponctions de genoux, ponctions lombaires, ponctions d'acite. La discipline a beaucoup évolué sur les 20 dernières années avec le regroupement des urgences médicales et chirurgicales, non plus sous la houlette des internistes et des chirurgiens, mais sous la responsabilité d'un chef de service médecin urgentiste. Avec le regroupement un peu plus récent et pas encore complètement fait dans certaines facultés et certains CHU avec le SAMU-SMUR. Et donc, moi qui vous parle, depuis 2015, je dirige un département de médecine d'urgence. En fait, le service, c'est ni le SAMU ni les urgences, c'est l'ensemble. Un département de médecine d'urgence regroupant les urgences adultes, le SAMU et le SMUR. Et donc, ça a beaucoup évolué dans le sens où maintenant, quand vous arrivez aux urgences, vous n'avez plus d'un côté les urgences chirurgicales, de l'autre les urgences médicales. C'est terminé, ça. Vous avez dans tout service d'urgence moderne ce qu'on appelle donc le fast track anglo-saxon, un circuit court ambulatoire qui prend 30% des malades en charge, où les malades qui y arrivent sont valides, peuvent attendre assis, etc. 99% de ces malades ne seront pas hospitalisés et repartiront des urgences. Un circuit long pour les malades âgés dont je parlais tout à l'heure, et une salle d'accueil des urgences vitales prenant en charge les 15% de malades instables qui nécessitent d'être sur. C'est vraiment une organisation un peu territoriale, hein, avec une gradation des services d'urgence, un peu comme les réanimations entre un niveau 1 avec beaucoup de moyens, un plateau technique assez conséquent, et puis un niveau 2 et un niveau 3 où il y a un peu moins de moyens, mais où l'activité est plus raisonnable. Le nombre d'inclusions possibles. Depuis que je suis arrivé à Tours, et parce que les gens ont bien vu que j'étais intéressé par la recherche clinique, on a augmenté de façon drastique nos participations à des protocoles de recherche nationaux et internationaux, à tel point, par exemple, que le CHU de Tours a décidé de nous mettre une infirmière de recherche clinique dans le service d'urgence. Donc il y a une infirmière de recherche clinique dont le rôle, c'est de screener les patients par rapport au protocole auquel on participe et de vérifier s'il y a un patient éligible, d'aller voir avec lui les contre-indications et les indications, et avec un des médecins présents ce jour-là, de l'inclure dans le protocole. Sur le public, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais je vais le redire, je pense que l'avenir va être en une classification des services d'urgence en 3 niveaux de plateau technique. Les niveaux 1 correspondant au trauma center de niveau 1 avec tout à disposition, le chirurgien, l'IRM, le scanner, etc. Les niveaux 2 avec quasiment la même chose en termes de plateau technique, mais peut-être pas toutes les spécialités chirurgicales à disposition. Et le niveau 3 avec juste un peu de biologie et d'imagerie, mais pas tout à disposition. Donc ça, c'est pour les structurations dans les hôpitaux publics de médecine d'urgence. Sachant que globalement, la très grande majorité des urgences actuellement en France se passe plutôt dans les hôpitaux publics en fait. Il y a des structures d'urgence, des services d'urgence dans les cliniques privées, mais ce n'est pas la majorité des patients. Je crois que les hôpitaux publics prennent en charge quelque chose comme 90 à 95% des patients qui se présentent aux urgences. Dans le public, clairement, la grande majorité d'entre vous n'exerceront pas en CHU, hein, soyons clairs. Il y a 30 CHU en France. Actuellement, il y a de la place, mais dans quelques années, les places en CHU vont être occupées par des jeunes qui ont 30-35 ans. Donc la grande majorité d'entre vous ira dans les autres hôpitaux non CHU, mais publics, la très grande majorité. Certains d'entre vous pourront aller exercer en privé, où ils prendront en charge quasiment la même typologie de malades. La seule exception dans des villes de taille moyenne comme Tours, c'est que les malades, je dirais, les traumatisés graves, les accidents de la voie publique, etc., qui sont accueillis dans mon service à Trousseau, ceux-là n'iront pas dans les cliniques privées. Mais parce que c'est juste des circuits un peu différents, avec la réanimation chirurgicale disponible, avec les chirurgiens qui peuvent intervenir H24, ce qui n'est pas le cas dans toutes les structures. Quand j'exerce en médecine d'urgence et que je suis praticien hospitalier à 32 ans,
certes, j'ai des gardes, certes, je sais que je vais travailler un week-end sur 2 à l'hôpital, etc. Sachant que le week-end, ça peut être le samedi de 18h au lendemain 8h30, quoi. Donc ça, c'est la partie, donc la partie contrainte entre guillemets. Maintenant, quand j'exerce au CHU de Tours aux urgences, mon travail, je fais 48 heures de travail par semaine. Ça veut dire que si je fais 24 heures le jeudi et que j'ai fait 2 journées le lundi et le mardi, et ben le reste de la semaine, je suis off. Donc j'ai 48 heures de temps de travail et donc ça laisse du temps, pas toujours le week-end, mais ça laisse du temps la semaine en tout cas pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir avoir une activité sportive, pour accompagner les enfants chez le docteur, pour aller faire ses courses. En tout cas, l'exercice en médecine d'urgence peut permettre d'avoir une vie privée épanouie. La plupart de mes jeunes médecins sont mariés, ont des enfants et il n'y a pas de difficulté. Évidemment, ça s'organise parce que évidemment que quand on est de garde, il faut que quelqu'un gère les enfants de 2, 3 ans, 4 ans, que sais-je. Mais ça se fait, il n'y a pas de difficulté. La partie urgence, la journée, nous, commence à 8h30, où chaque médecin, comme je le disais tout à l'heure, arrive dans son secteur, prend les transmissions de tous les malades présents à ce moment-là, regarde les gens en attente s'il y en a. Normalement, il n'y en a pas à 8h30. Et puis, donc le médecin senior, après les transmissions, libère les médecins de garde qui vont se changer, d'ailleurs ne se changent pas, restent un peu dans le coin, donne des consignes aux internes, à l'interne et à l'étudiant hospitalier et aux infirmières, et souvent vers les coups de 9h, les médecins seniors se retrouvent tous autour d'un café, en salle de détente pour échanger ceux qui sortent de garde comme ceux qui arrivent. Ça permet à ceux qui sortent de garde de raconter un peu ce qui s'est passé et c'est un petit moment convivial. Après cela, chacun retourne dans son secteur, prend en charge les malades. Vers les coups de 13h, 13h30, les seniors, on essaye d'aller manger ensemble. Il est inenvisageable, l'activité chez nous, elle est continue en fait. Donc il est envisageable qu'on mange tous avec les internes et les externes. D'abord, il n'y a pas les locaux, la salle n'est pas assez grande. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait plusieurs wagons. Donc en fait, on y va, nous les seniors, on laisse les internes externes qui prennent en charge et qui évidemment peuvent nous appeler s'ils ont eu la moindre question. Et dès qu'on est revenu, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, les internes et les étudiants hospitaliers vont déjeuner. L'après-midi se déroule comme ça, donc il y a un certain nombre de malades qui repartent chez eux après. Ceux qui sont hospitalisés, on leur trouve un lit adapté à leur situation. Et à 18h arrivent les médecins de garde. Pareil, rebelote, pendant 20 minutes, une demi-heure, on présente les malades présents à ce moment-là. Et à 18h30, dernier carat, les médecins seniors qui ont fait la journée sont libérés et peuvent partir. On paye cet historique-là, c'est-à-dire que dans la tête de beaucoup de monde et de certains collègues d'autres spécialités, quand ils ont un médecin urgentiste au téléphone, ils ont l'impression de parler à l'interne de garde il y a 20 ans. Or, ce n'est plus un interne qu'ils ont au téléphone, mais un médecin senior, en fait, qui a le même statut qu'eux, qui est spécialiste en médecine d'urgence, voilà. Donc ce cliché, je pense, pose problème, va disparaître progressivement, parce que maintenant, il y a un DES, donc il n'y a plus de sujet. Avant, il n'y avait pas le DES, donc certaines disciplines qui avaient un DES considéraient que c'était quand même une spécialité, mais une sous-spécialité, c'est terminé ça. Donc le DES va permettre d'enlever ça, et je pense que le meilleur moyen d'éviter ces clichés-là, c'est de se comporter en spécialiste de médecine d'urgence, c'est-à-dire que je ne vais pas demander à un collègue d'une autre discipline quelle antibiothérapie mettre sur tel problème. C'est pas ça le truc en fait. Mais quand on appelle les collègues des autres disciplines en expliquant, en ayant une vraie démarche, en disant voilà, le malade il est arrivé pour ça, voilà ce que j'ai fait, voilà les examens, la question que je me pose là c'est devant ces antériorités-là, j'aurais mis plutôt telle antibiothérapie, mais quand même je voulais vérifier avec toi qu'il n'y a pas de contre-indication, ou il ne faudrait pas mettre autre chose, etc. Et en fait, ça se passe très bien. Quand on se positionne comme ça se passe très bien. Je pense que certains de nos anciens, y compris dans nos disciplines, se positionnent encore comme j'appelle le spécialiste en fait. Donc ça, c'est un cliché qui, je pense, avec le DES de médecine d'urgence, va disparaître dans quelques années. Voilà. En médecine d'urgence à Tours, 14 places vous attendent tous les ans, donc bienvenue.